Autre cas de figure, vous avez pris un bébé en otage. Vous avez besoin des médias. Appelez le reporter de SBT, il est là pour ça. Il va d'abord jouer le rôle du journaliste. Ensuite, celui de l'otage. Puis celui du négociateur, collaborateur des policiers. Et enfin, notre journaliste joue le rôle du héros providentiel qui a tout arrangé. Vous essayez de me tuer, crie l'accusé, comme vous avez tué mon père. Gregory White a 22 ans. Il comparaît aujourd'hui devant ce tribunal du Michigan pour tentative de meurtre sur un policier. Il y a 5 ans, son père avait été tué par la police après avoir tiré sur les forces de l'ordre. Gregory White est terrorisé. Il répète sans arrêt cette phrase « S'il vous plaît, ne me tuez pas ». Alors pour le faire taire, le président du tribunal a demandé aux policiers de le bâillonner avec un rouleau de ruban adhésif. On ne sait pas encore si Gregory White a été ou non condamné par ce tribunal, mais il n'aura pas eu grand-chose à dire pour sa défense. Now he's going to do the famous lift-o swing. You ready? And here he goes. Losing very little in girth. Bébé Werner a rencontré Maman à cheval il y a des années grâce à une publicité pour les couches grande taille. Ils aiment tous deux l'heure du biberon, mais le meilleur moment de la journée, c'est quand Bébé Werner a besoin qu'on lui change ses couches. Alles der Prostreicher, inklusive der Körper ab. Weil ich mich selbst doch errege dabei. Ja, der ist ja ein Mann. Cette scène réelle, utilisée comme spot publicitaire par une compagnie d'assurance australienne, outrepasse une limite. Les derniers sujets tabous, la détresse et la mort, ne relèvent plus du privé. Ils sont devenus des arguments publicitaires, une composante du marché. L'homme à la casquette pourrait être un client. Un client déçu qui fait mine de s'en aller. Mais dans quelques secondes, il va sortir une arme et tirer. Six éclairs blancs, la porte du magasin est bloquée par un système de sécurité. Le cambrioleur réussira à s'enfuir par la porte du fond. Le bijoutier est grièvement blessé. Est-ce difficile? Pas du tout. Mais encore. Non. Montrez-nous. On lui coupe la tête. Aïe, pas si facile quand même. Non. Oh, c'est tendre. Julie, c'est une petite chienne qu'il aimait beaucoup, qu'il a eue il y a 2 mois et qui maintenant est au paradis avec Patrick. Et nous avons demandé à Julie, depuis le paradis, de nous raconter l'histoire de son maître. Regardez. Je m'appelle Julie. J'avais 2 mois quand je suis entrée dans la vie de Patrick. Il avait 22 ans et nous sommes devenus inséparables. Nous ne nous quittions jamais. Je peux dire quelque chose. Je peux dire que... ce que je dis, c'est qu'on arrête une fois... une bonne fois pour toutes. Nous arrête de nous prendre pour des... Elle n'est pas des marioles. Des marioles. D'accord? Parce qu'à faire leur cinéma, à longueur d'année. Hein, droite, gauche, autre sorte, là. Hein? Ouais. Un coup, c'est ça. Je te dis que... un autre coup, je te dis pas que ça. Et l'autre qui dit... c'est peut-être... Non, non. C'est pas peut-être. Qu'à force de foutre le brouillard, ils vont vraiment nous mettre dans la purée, hein. Bon. Faut être clair maintenant, hein. Et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des marionnettes côtières avec des fils. Bon. Pierre-Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Yann Sankar, par exception, je vais lire.
C'est ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Mais c'est trop important. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de postes à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler, de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Le 8 mai 95, vous êtes où? Vous êtes ici à l'Hôtel de Ville ou vous êtes à l'Élysée? Dieu le dira. Puisqu'on aborde un petit peu les élections européennes du 12 juin, pour qui le citoyen François Mitterrand va-t-il voter? Pour la liste Rocard, la liste Tapie ou la liste Chevènement? Est-ce que vous vous croyez autorisé à me poser la question? Non, je ne le crois pas, mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir choisi de faire la politique. Jean-Marie Cavada, je n'en fais pas par hasard. Je ne suis pas rentré dans une pièce, j'ai vu de la lumière, il y avait une petite chaise qui était là, je me suis assis, on m'a laissé m'asseoir, je me suis battu. Non, je n'ai pas cette forme de snobisme qui consiste à dire qu'on est là par hasard. Que j'ai vu de la lumière, il y avait un fauteuil qui était là, je me suis assis, puis voilà. Non, j'ai profondément voulu ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, je continue à beaucoup travailler. Je voudrais lui dire amicalement, ne vous alarmez pas, cher Édouard. Oh, c'était une recommandation inutile. J'ai un caractère extrêmement optimiste et serein. Vous savez qu'on a beaucoup souri de l'expression ami de 30 ans entre Édouard Balladur et vous, ça a alimenté toutes les caricatures, les guignols, etc. Vous avez vraiment été amis? Écoutez, on ne peut jurer de rien dans la vie. Je voudrais savoir si dans votre vie, quand même, je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai même pas terminé, il va montrer quelque chose. Si, un regret majeur. J'ai un regret, j'en ai un. Voilà. Lisez ça. Ça, c'est ce que Pierre m'a donné le jour du dernier Conseil des ministres. Voilà. Cher Bernard, ton regard me plaît, mais tu remarques qu'ils ne me lâcheront plus. Que faire? À toi, Pierre. Voilà. Il dit, ils ne me lâcheront plus. Que faire? Et pourquoi il dit, ton regard me plaît? Parce qu'il est tellement accablé, je lui fais des sourires, je lui fais un petit clin d'œil, etc. Alors mon regret à moi, c'est de ne pas avoir compris qu'il était en train d'appeler au secours. Si vous vous trouvez devant la transcendance, comme vous dites, ou quand vous vous trouverez devant elle, qu'est-ce que vous lui direz? Vous voulez dire à l'heure de la mort? Oui, ou quand vous arriverez je ne sais où, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais, l'éternité, c'est long, hein. Écoutez, je vais en signer 5. 5. Voilà, 5. Et puis vous voulez photocopier. Voilà, vous faites des photocopies. Là, ça y est, c'est terminé, attendez. Voilà. 1, 2, non, on a dit 5. En septembre, vous proposiez des propositions sur l'emploi. En novembre, vous publiez un roman. Et en février, vous direz si vous êtes candidat. Est-ce qu'à votre avis, tout ça est compatible et que ça brouille pas l'image et on ne dit pas, mais alors qui c'est Giscard? Est-ce qu'on a le droit de vivre? Un peu de calme, mes chers collègues. Mes chers collègues, pardonnez-moi, Madame le Ministre. Si c'est la proximité des vacances parlementaires qui suscite cette ambiance, je voudrais apporter le démenti le plus flagrant. Vous n'êtes pas à la veille de partir en vacances. Rue Salonde, hier ou avant-hier, dans un meeting, vous avez comparé l'Europe à une jolie femme. Ah, il faut la faire chanter l'Europe. Oui, on peut la comparer. Je crois que c'est un espèce d'outil, quoi. C'est un outil dont il faut apprendre à se servir. Merci pour la femme, un outil. Alors disons que ça pourrait être un éléphant. Et qu'il faut un cornac. Hein. Et évitons des métaphores fondées sur le genre humain. Madame Isler-Béguin s'étoufferait. Reprenez. C'est donc un outil dont il faut apprendre à se servir. Et puis concrètement, quel message pouvez-vous dire aux jeunes qui, par exemple, n'ont pas du tout envie d'aller voter dimanche? À un moment donné, ici, là, s'il vous plaît. Je suis confus de cette métaphore que vous avez introduite. Qui est elle-même dérivée de la loi des 16 et 24 août 1790. Et c'est d'ailleurs cette référence que le Conseil constitutionnel... Alors Jean-Pierre Chevènement, qui est là sur votre gauche, vient de dire aujourd'hui que vous étiez un Maastrichtien honteux. Faut bien rire un peu. Il est vrai néanmoins qu'il y a en France un problème dans le logement social, c'est la dérive des coûts des aides à la personne.
il est vrai aussi que les aides à la pierre restent indispensables si l'on veut maintenir l'effort. Un mot d'un homme qui lui aussi a un petit peu bousculé cette campagne, c'est Bernard Tapie. Alors selon vous, est-ce que c'est un trublion ou au contraire un aiguillon? Un truand, tout simplement. Pour moi, c'est le déshonneur de la France. Excusez-moi, je ne comprends pas. Et je suis stupéfait que quelqu'un qui, semble-t-il, alors là, semble-t-il, je ne peux pas l'accuser en direct, d'abord, il n'est pas là. Je vais vous dire, je ne sais pas quelle est la valeur de votre quartier qui est là, mais ce qui vous embêterait beaucoup, c'est si demain je vous disais c'est une fausse. Voilà. Moi, il ne viendrait pas l'idée de vous demander c'est une vraie, ça ne me regarde pas. Ni combien elle vaut. C'est pour ça que je vous dis, 50 millions de meubles, ça ne peut pas être des faux, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est une vraie ou c'est une fausse, votre quartier? Je ne suis pas en cause, là, Bernard Tapie. Eh ben voilà, c'est vous faut pas me parler. Vous nous avez pas dit que vous aviez des faux, par exemple. Vous voulez un scoop? Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Partez pas dans ça, parce que je vais vous attaquer encore, parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a pas un de faux chez moi. Alors faites très pourquoi attention. dit? Non, mais attendez, moi je m'interroge. À l'instant, redites ici, il y a des faux chez vous. Non, le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Mais je redis, ne me menacez pas. Non, il a été redites-le. dit dans la presse qu'il y a des faux. Ah, il est dit dans la presse, alors prenez-le pas à votre compte. Il y avait des faux. Aucun. À mon tour, je le confesse, j'ai eu une opinion et j'ai une opinion que je n'impose à personne. Je n'ai jamais cru que le maréchal Pétain était un traître. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui. Première proposition, nous souhaitons, avec Jimmy Goldsmith et Charles de Gaulle, que chaque fois qu'il dit Charles de Gaulle, c'est assez démago. Bah, écoutez, le petit-fils du général, oui, bon, ça, monsieur. Non, mais attendez, monsieur de Villiers. Mais Bernard Kouchner, les attaques, je ne vous ai pas appelé l'abbé Kouchner. Non, mais ça m'aurait flatté. Vous avez ma sympathie, mon affection, comme un humain qui souffre. Deuxièmement, autant que je comprends, je ne crois pas que vous ayez fait de tort à personne. Apparemment. Il y a Léon Schwarzenberg qui veut vous poser une question. Bernard Tapie, vous qui avez licencié des ouvriers, vous qui avez marchandé vos joueurs de football, est-ce que vous estimez vraiment que vous êtes un homme de gauche? Oui, cher Léon, même s'il a fallu, je paye ta campagne. Et c'est pour ça que tu m'en veux, sûrement. Espèce de salaud, tu m'as pas payé ma campagne. Tu as réussi à me faire invalider. Parce que si toi, t'es un homme de gauche, Bernard Tapie... invalidé parce qu'il a fallu... Jean Jaurès, Léon Blum et Mendès France doivent se retourner dans leur tombe. Non, t'en fais pas. Madame Mendès France, à la différence de toi, c'est que Madame Mendès France s'est exprimée. C'est une honte. Schwarzenberg, ne te trompe pas l'adversaire, va. Garde tes forces pour combattre ceux qu'on a combattus ensemble. Oui, allez, arrête. Ne te trompe pas. Tu vas perdre toute ta clientèle, Christine, crois-moi. Garde-moi ça. Racaille, va. Vous êtes lamentable, maraud, ladre, mécréant. Pauvre con. Si t'es pas content, t'as qu'à aller débattre ailleurs. Arrête, Philippe. Toi aussi, t'es bourré. Tard demain sur RTL ce que tu vas prendre. Fin de race. Je vous attends demain sur le pré, à 6h. Eh, Serge, il m'a renversé ma poire avec son gant. Je vais y péter sa gueule, moi. Salaud.